Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Guilde des scénaristes, Secret de scénaristes, saison 3, épisode 1. Nous sommes dans les locaux de la Guilde française des scénaristes à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est le syndicat qui représente près de 350 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir la réalité du métier de scénariste, les secrets de fabrication des films, des séries, en gros, une plongée dans la partie immergée de l'iceberg qu'est la fabrication d'un film. Aujourd'hui, nous recevons Julien Sibony qui a initié, coécrit et produit le film Selfie, un film qui a la particularité d'avoir été conçu en groupe par plusieurs scénaristes et plusieurs réalisateurs pour aboutir à un scénario qui comporte 5 histoires qui sont liées par une seule et même thématique, l'envahissement du numérique et des réseaux sociaux dans nos vies. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec Émilie des problèmes de boulimie. Mais j'ai pas de problème, moi. Alors aujourd'hui, on avait envie de partager avec vous sur l'alimentaire parce que c'est vrai que c'est pas facile de passer au bio quand on est une famille nombreuse. Putain, mais merde! Vous voyez pas qu'il y a une caméra là? Tout le monde s'en branle de nous. Merde! Salut Julien et merci d'être venu nous voir à la Guilde française des scénaristes et merci de nous rappeler avec beaucoup d'humour et de pertinence à quel point on peut être ridicule dans notre monde connecté 2.0. Mais alors avant de rentrer dans les détails de l'écriture et du film Selfie, je voudrais d'abord revenir sur ton parcours et que tu nous expliques si tu as par exemple suivi une formation particulière. Est-ce que tu as fait une école par exemple pour devenir scénariste ? Bonjour, merci de m'accueillir. J'ai pas fait une école à proprement parler parce qu'à mon époque, à part la Fémis, il n'y avait pas grand-chose. J'ai fait des formations ensuite, au CEA, j'ai fait Truby, Maquis, j'ai fait toutes ces choses-là, mais je me suis formé en voyant beaucoup de films, naturellement, c'est la formation la plus importante, et puis en lisant beaucoup, vraiment beaucoup. Je crois que j'ai lu... entre 18 et 20 ans, déjà 4 fois la dramaturgie. Vraiment, j'ai une vieille édition qui est complètement annotée de tous les côtés, la dramaturgie d'Yves Lavandier. Avant même d'écrire, je me suis vraiment emparé de la théorie et du vocabulaire. Ça m'a inhibé dans un premier temps, et puis ça m'a vraiment servi ensuite, parce que ça m'a vraiment aidé pouvoir nommer les choses tout au long du parcours d'écriture. Ensuite, je suis retourné à l'école. J'avais le sentiment de ne pas apprendre énormément parce que j'avais déjà lu beaucoup de choses. On pratique à l'école, en réalité, quand on sait lire les livres. Sauf qu'à l'école, il y a la pratique. Voilà, il y a la pratique et on fréquente d'autres personnes, d'autres scénaristes, et être au contact parfois d'autres scénaristes, être obligé de faire des choses. Là, j'ai appris de nouveau. Voilà. Et là, je pense au conservatoire d'écriture. D'accord. Et est-ce que dans tes débuts, est-ce que tu as par exemple fait des projets on spec pour la télé ou pour le ciné? Comment ça s'est passé? Bien sûr. Moi, j'ai fait des études sérieuses. J'ai fait l'ESCP, une business school. Je savais que je voulais travailler dans les médias. Ouais. Je savais que j'aimais les histoires, vraiment beaucoup. J'ai fait des stages assez sérieux aussi, chez Canal+. Toujours pas loin du storytelling, mais pas à proprement parler scénariste. Et puis, à la fin de mon master spécialisé médias, j'avais l'occasion de faire une thèse et j'ai fait un scénario. Voilà, j'ai fait un scénario, c'est la première fois que j'écrivais un film, une histoire de 120 pages de A à Z. J'avais déjà écrit des sketchs, des bêtises, des choses comme ça, mais je me suis dit, t'envisages d'être scénariste, essaye vraiment pour voir si ça te plaît. Et je me suis forcé, je vais répondre à ta question sur le spec, mais je me suis forcé à écrire quelque chose qui était loin de moi, qui n'était pas mon nombril, ma vie étudiante, mes peines amoureuses, parce que je savais que si je faisais ça, j'allais être grisé par le fait de parler de moi et qu'en fait, j'allais pas vraiment me confronter à la réalité du métier. Donc j'ai pris un roman qui m'intéressait, dont la thématique m'intéressait, le ton m'intéressait, et je me suis battu avec lui. Et en fait, ce scénario-là est devenu mon premier scénario, ma première carte de visite, celui qui m'a permis de trouver un agent, celui qui m'a permis de me faire un petit peu connaître, même s'il ne s'est jamais fait. Voilà. Mais c'était mon premier spec, même si c'était une adaptation d'un roman. Et derrière, j'en ai écrit immédiatement un autre qui m'a servi de deuxième carte de visite, mais qui ne s'est jamais fait non plus. Et puis je suis rentré ensuite sur l'écriture d'un long métrage développé par UGC, mais parce que j'avais un petit peu fait mes armes ailleurs. Voilà. Et comment tu as rencontré par exemple cet agent au début? Je fais un stage chez UGC. Je fais un stage chez UGC de fin d'études où je lis beaucoup de scénarios.
Tu faisais des fiches de lecture, je c'est faisais ça? des fiches de lecture. D'accord, ok. Je faisais beaucoup de fiches de lecture là-bas. Je faisais la veille aussi. Donc, je lisais des scénarios, je lisais des romans, je réfléchissais à ce qui pourrait faire des histoires. Je lisais les scénarios les scénarios qui arrivaient pour la distribution. Et puis, je lisais les scénarios des auteurs maison. Et arrivé un jour en fiche de lecture le projet d'un auteur maison, on m'a demandé de faire 3 pages et j'en ai fait 14. Voilà, j'en ai fait 14 parce que j'avais beaucoup de choses à dire et aussi parce que j'étais un petit malin et je me suis dit, celui-là, si ma fiche plaît, peut-être que le téléphone va sonner. Et le téléphone a sonné. Et je suis rentré donc du coup sur l'écriture de Secret Défense, un film d'espionnage réalisé par Philippe Haïm, Gérard Lanvin, Rachid Abrakni, Nicolas Duvauchel. En 2006, c'est ça? Ouais. Et à partir de là, c'est plus facile d'avoir un agent puisqu'on connaît le producteur du GC, on connaît un réalisateur. Ma première agence, c'était Lisa Riff. Et puis après, j'ai changé pas mal d'agences. On parlera de la question des agences si vous voulez plus tard. Mais voilà, j'ai eu la chance. En fait, j'ai senti vraiment l'opportunité sur cette fiche de lecture. Je l'ai saisie. C'est une des meilleures décisions de ma vie, pour le coup, d'avoir un coup d'avance. Parfois, on subit les choses. Là, vraiment, j'ai pris un peu les devants. Et il s'est passé vraiment ce que je voulais. C'est-à-dire que le producteur m'a appelé pour dire la fiche est vraiment intéressante. Ça t'intéresserait de rencontrer l'auteur? Je fais tiens, pourquoi pas. Alors que c'était évidemment ce que je voulais. Alors on parle souvent de l'importance d'être soutenu dans ce métier pour démarrer, d'avoir par exemple un mentor scénariste ou un producteur ou un collectif. Est-ce que toi il y a quelqu'un qui a fait un petit peu office de mentor pour t'aider à démarrer ou pour t'ouvrir les portes tout simplement? Dans ma formation donc au Master Média de l'ESCP, il y avait une vingtaine d'heures de cours consacrés à l'écriture du visuel et c'était Alain Lérac qui s'en occupait. Alors je dirais pas que c'est mon mentor, mais il a fait office de mentor. Le mentor, c'est vraiment l'archétype un peu tombé en désuétude en plus, mais de temps en temps, on le retrouve à des différents moments de la vie. Donc j'en ai eu plusieurs quelque part. Et Alain est le premier parce qu'il m'a encouragé en fait, tout simplement. Il m'a dit mais ça se voit que t'aimes ça. Et je sortais de ces études que j'avais été globalement un peu malheureux parce que voilà, j'étais pas fait pour le commerce en business school. Et il m'a dit fonce. Il a lu mon scénario, l'adaptation. Il m'a dit c'est pas forcément nécessaire, c'est même pas nécessaire du tout d'aller te battre pour faire le concours de la FEMIS que j'aurais probablement pas eu parce que ils en prennent déjà 10 sur 1000. Oui. Et puis bon, c'était repartir pour 4 ans d'études. Alors, de temps en temps, je regrette parce que j'aurais croisé beaucoup de gens avec. Il aurait fallu l'avoir, évidemment. Mais j'aurais croisé des gens de ma génération et on aurait progressé ensemble. Mais il m'a laissé entendre que ce scénario était mûr et que puisque j'avais la chance de faire un stage chez UGC, j'étais prêt quelque part. Donc lui, il m'a vraiment aidé. Et il m'a appris des choses, vraiment. Et puis après, Philippe Haïm, qui est le premier avec qui j'ai travaillé au quotidien, qui m'a appris à réécrire. Voilà, parce que c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est pas qui, c'est qu'est-ce qu'ils m'ont appris, j'imagine. Il m'a vraiment, lui, appris à réécrire. C'est quelqu'un qui revenait sur la scène encore et encore et encore et qui n'était jamais satisfait. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé de lui. C'est-à-dire que on réécrit sans cesse, même jusqu'au... Écrire, c'est réécrire. Et en fait, ça peut être un peu déroutant pour certains, mais je veux dire, des gens avec qui je travaille, de revenir comme ça sur quelque chose qui a l'air satisfaisant, mais c'est souvent comme ça que l'histoire progresse pour moi. Et puis après, j'ai appris avec Noé Debré, avec qui j'ai beaucoup travaillé à un moment. J'ai appris de chaque, je crois. J'ai appris aussi en lisant des manuels, des témoignages qui parfois renversent un peu la table, font voir les choses un petit peu autrement. David Mamet dit des choses très différentes de ce que dit Lavandier, c'était très intéressant. C'est vraiment un métier où on ne cesse d'apprendre de toute manière. Et c'est quoi alors justement on va dire la leçon la plus importante que tu as apprise dans ces premières expériences d'écriture? C'est le fait de réécrire ou il y a autre chose? Non, la base, après, tous les gens qui nous écoutent savent ça. Alain Lérac, il a cette formule, il dit surprenant et logique, unique et universel. Voilà, l'histoire doit être à la fois surprenante et logique, le personnage doit être universel et en même temps unique. Bon, c'est un peu les fondements. Lui, c'est un auteur qui met beaucoup de lui, qui met beaucoup de sa vie personnelle
Alors, je ne sais pas s'y mettre sa vie personnelle. En tout cas, moi, la manière dont je l'ai assimilé pour moi, c'est les histoires, ça sert à dévoiler des tourments. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'aime vraiment l'idée qu'une histoire, c'est des choses habituellement un peu cachées, pas données à voir au monde, et que, en fait, justement, on va avoir cet exercice d'honnêteté qui va consister à les dévoiler. Donc, quand je m'empare d'une histoire, je me dis, ok, à quelle trouille ça fait écho chez moi, à quelle incertitude, à quel tourment. Voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui partent parce qu'ils ont des choses à dire et ils ont des réponses à apporter. Et en fait, moi, j'aime vraiment bien l'idée qu'en fait, au départ d'un projet, il y a une question. Voilà. C'est pour ça que j'y vais, en général. Alors, on va rentrer un petit peu plus en détail dans ton processus d'écriture. Et est-ce que tu peux nous dire, par exemple, comment tu fais pour trouver une bonne idée de scénario? Parce que voilà, tout bon scénario commence par une idée de film. Est-ce que tu peux nous dire comment tu décèles le potentiel d'une bonne idée de film? Alors, moi, c'est une question qu'on me pose souvent. Je n'ai pas du tout d'angoisse de la page blanche, j'ai pas du tout de problème de créativité. Je crois vraiment beaucoup au travail et pas du tout à la fulgurance. J'ai l'impression que des histoires ou des débuts d'histoire, il y en a absolument partout. Dans les journaux, dans les rêves, dans les anecdotes des copains, vraiment partout. Donc quand j'ai un déclic l'étincelle qui me donne un petit peu d'adrénaline, je me pose en général, voilà, je suis arrivé avec cette formule, j'ai 3 questions. C'est est-ce qu'il y a une idée de l'époque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que d'autres que moi vont s'y intéresser aujourd'hui et maintenant? Est-ce qu'il y a une idée formelle? Est-ce qu'il y a une manière de raconter cette histoire-là qui fait que ça dépasse un tout petit peu le sujet, qu'il y a un défi narratif? Voilà, ça peut être un rapport au genre, voilà, par exemple. Et puis, un truc plus personnel, c'est, j'appelle ça mon nombril, une idée de mon nombril. C'est est-ce que, justement, il y a cette question du tourment chez moi qui fait que je suis prêt à y passer des mois, quand même des mois ouais. et avoir l'impression que c'est pas vain. Voilà. Quand j'ai ces 3 choses-là, je me dis on est bien. On est bien pour moi après parce que souvent le problème c'est que voilà, y a des producteurs, il y a toute une économie derrière et souvent ces gens-là sont surtout intéressés par la première question, une idée de l'époque. Est-ce que ça va parler au plus grand nombre? Voilà, moi j'essaye d'avoir réponse à ces 3 questions-là, mais c'est pas toujours possible parce que j'ai écrit quand on me commande des sketchs pour un programme court, bon, je réfléchis pas avec ces 3 questions-là, mais quand même j'essaye toujours un petit peu. D'accord. Et alors, une fois que tu as trouvé toutes ces réponses à ces questions et que tu te lances dans l'écriture, est-ce que tu passes par toutes les étapes classiques, donc le pitch, le synopsis, le séquencier, le traitement, continuité dialoguée? Est-ce que tu sautes des étapes? Est-ce qu'il faut vraiment passer par toutes ces étapes? En tout cas, quelle est toi ta méthode, si tu en as une peut-être différente? Je crois que j'ai été... Donne-nous des secrets. Je crois que j'ai été déformé par le fonds d'aide à l'innovation, en fait. C'est-à-dire que je me fais toujours une sorte de dossier du fonds d'aide à l'innovation un peu fictif. C'est-à-dire que je commence souvent comme ça par une espèce de carte du projet et de ce qui pourrait être si on me laissait l'écrire, même si en l'occurrence, même si j'ai pas besoin de demander la permission pour l'écrire, mais je commence souvent comme ça par quelque chose d'assez, pas un dossier quoi. J'écris souvent comme ça un dossier un peu conceptuel sur ce qu'est le film et ce qu'il n'est pas. Qu'est-ce que tu mets dans ce dossier, par exemple? J'essaye de mettre, on va appeler ça le pitch, le déclencheur, des éléments sur les personnages principaux. Pourquoi? Alors ça c'est quelque chose que j'avais appris au contact de Frédéric Crévin, avec qui j'ai fait aussi une formation. Pourquoi on l'a jamais vu comme ça? Voilà. Pourquoi est-ce que quand même il y a quelque chose dans la manière dont cette histoire va être racontée? Alors on n'invente jamais rien, mais quand même. Voilà. Alors lui c'est à la télévision vous avez jamais vu ça. Je me souviens il disait ça. Voilà. J'essaye toujours de récupérer un peu ce vocabulaire là. Et puis très rapidement quand même, j'essaye, et c'est pour ça que ce métier est absolument génial, de faire marcher les 2 hémisphères. C'est-à-dire que je me laisse complètement aller, je mets de l'ordre.
avec le vocabulaire, les loglines, la structure. Voilà. Puis je me laisse complètement aller. Si je veux aller sur du dialogue ou sur de la scène, je me bride pas. D'accord. Ouais. Parce qu'il y a du plaisir et de la créativité qui va arriver de là, mais je range la chambre régulièrement. Après coup, quoi, on va dire. J'alterne. Voilà, je range la chambre assez régulièrement. Et donc, ce que je sais, c'est que je vais forcément passer par un scène à scène. Voilà. Il y a un moment où il va y avoir un document intelligible par moi seul, ou en tout cas ou par les gens associés au projet, où il y a 1, 2, 3 phrases pour la scène, et on vérifie que ça progresse, que ça avance, ouais. Et qu'on continue à parler à peu près de la même chose. Voilà. Et comment tu développes tes personnages, par exemple ? Est-ce que tu leur écris une biographie à chacun, enfin en tout cas aux personnages principaux, tu leur inventes une backstory, ou alors tu leur écris des dialogues pour mieux les sentir, par exemple ? Ou c'est plus instinctif que ça ? Ça dépend, évidemment. Le problème sur ce métier, c'est qu'on peut toujours répondre ça dépend, et on peut vraiment dire absolument tout et son contraire. C'est en fonction des sujets, peut-être, ou des histoires. C'est-à-dire que souvent, j'ai l'impression que le personnage, il se révèle quand même un petit peu via la structure. C'est-à-dire que j'essaye quand même de penser les deux vraiment ensemble. Je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent autrement, mais c'est vrai que moi, je veux dire, un radin, avant qu'on lui ait demandé de payer l'addition, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Donc, en réalité, le caractère avant l'histoire... je sais pas vraiment ce que ça existe souvent, ce que ça définit. C'est souvent pour moi lorsque j'ai le pitch, lorsque j'ai vraiment l'adéquation entre le personnage et le caractère, là commence une grande phase entre le personnage, le caractère et l'intrigue, commence une grande phase d'observation souvent, de travail debout où je lis, où je regarde les gens, et souvent voilà, je vole des choses dans la vraie vie pour donner un peu de piquant au personnage, mais sinon, je ne sais pas si la réponse est très satisfaisante, peut-être que c'est plus instinctif que ça. J'ai pas de technique, en tout cas, pour ça. Ce qui se passe de toute manière, lorsqu'on est dans un projet et qu'on est habité par lui, c'est qu'on regarde le monde avec les lunettes de notre projet. Donc en fait, tout peut devenir potentiellement une idée, puisque de toute manière, on pense qu'au projet, ou en tout cas, il y a un petit bout de notre cerveau qui est connecté. Donc, on va avoir un personnage, on va avoir une personne, et il va nous faire penser à notre personnage. Ça va le nourrir, voilà. Quoi. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire ta journée type de scénariste, quand tu te mets à ton bureau, devant ton ordinateur, combien de temps en moyenne tu travailles par jour ? Est-ce que tu te fixes, par exemple, un objectif particulier de nombre d'heures ou de nombre de pages à effectuer par jour ? Non, sincèrement, j'adorerais dire ici que je suis un auteur super discipliné. Je le suis pas, j'en connais, j'en ai vu, ce n'est pas moi. Je travaille tous les jours, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que si je suis pas en train d'écrire, je vais regarder un film, et en me posant vraiment des questions de comment c'est fabriqué, je vais lire des choses avec un regard pareil de scénariste. Mais moi, face à Final Draft ou n'importe quel autre logiciel, c'est pas forcément quotidien. C'est pas forcément quotidien. Après, quand je suis chaud, quand j'ai l'idée, quand je suis excité, c'est très souvent tard le soir, c'est très souvent tôt le matin. Ouais. C'est marrant, c'est souvent la réponse qui revient, ça, des scénaristes. C'est tard le soir ou très tôt le matin. J'ai l'impression qu'il faut que le monde, le vrai, ne nous dérange pas. J'ai l'impression que j'ai besoin que c'est moi Dieu, en fait. J'ai l'impression que tout le monde dort. Et que je suis libre pour imaginer. Mais le pire, c'est que c'est pas du tout pour pas être dérangé par les enfants ou le téléphone. C'est vraiment, je crois, un niveau mystique. Je peux créer un monde puisqu'il n'y a pas de monde. Et en termes de dialogue, comment tu gères ça ? Est-ce que tu les écris donc au préalable, ou c'est par exemple la chose que tu écris à la toute fin, une fois que tu as rédigé toutes les scènes à scène et le séquencier par exemple ?
Alors moi j'adore ça, vraiment, les dialogues c'est mon moment préféré. J'écris aussi du théâtre, notamment pour pouvoir me laisser un peu plus aller sur la conversation. Donc je sais que ça vient... il y a des intuitions, c'est-à-dire qu'effectivement, ces derniers temps je travaille pas seul. Je travaille plutôt en binôme, voire plus. Donc lorsqu'on parle du projet... j'aime bien dire c'est quelqu'un qui pourrait dire ceci, ou il y a quelque chose de l'ordre de la vanne, notamment, voilà, surtout sur la comédie, qui peut venir dans la séance de pitch, ou lorsqu'on parle de la scène, enfin pardon, pas de pitch, de room, de brainstorm. Ouais. Mais après, principalement, ça va être sculpter les choses. Ça va être écrire une première fois, un peu comme ça vient, de manière... ça ressemble à la conversation pour le coup, puis au fur et à mesure, on se rappelle un petit peu de tous les bons conseils pour écrire des scénarios et des dialogues, et c'est pas, en l'occurrence, que ça ressemble à la conversation, c'est davantage masquer les choses, c'est utiliser vraiment la parole pour obtenir quelque chose et pas juste pour se laisser aller, et on sculpte, on essaie d'utiliser les symboles et les mots clés du projet, et puis on essaie de transformer ça en musique. Donc ça devient vraiment, en fait, beaucoup de travail. Mais c'est mon moment préféré. Sculpter la scène, c'est vraiment là où je prends le plus de plaisir. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je voulais te demander. C'est quoi pour toi l'étape la plus difficile dans l'écriture de scénario ? Est-ce que, donc là, tu dis que les dialogues, c'est une étape que tu aimes beaucoup. Mais sinon, pour toi, l'étape la plus difficile, est-ce que c'est par exemple trouver la prémisse, caractériser un personnage, identifier les enjeux, trouver une résolution à tes conflits ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui se passe entre la page 30 et 70 en général. C'est relancer la table un moment, c'est relancer l'histoire, c'est le midpoint. Faire en sorte que l'histoire continue à être la même, mais en étant différente quand même, et monte d'une intensité. C'est juste après le nœud dramatique, ça ? Ça intervient juste après, ce qu'on appelle le midpoint, par exemple. C'est l'intensification de l'enjeu qui a été mis en place. Et un personnage qui en même temps, tout d'un coup, pivote dans une nouvelle direction. Ouais. Mais après, le vocabulaire dramatique, il est là vraiment pour être démenti. Hein, moi, je parle de pivot, c'est en général, est-ce que ça bascule ou turning point. Ouais. Il y a des histoires où il y en a 3 et c'est super, il y a des histoires où il y en a 18. Ça donne The Dark Knight. En termes d'adrénaline, c'est extraordinaire. Mais parfois, il n'y en a que 2 et c'est très bien. Non, mais ce qui est vraiment très difficile, je trouve, et tous les projets ne font pas ça, c'est le principe de rising action. C'est que l'eau doit monter. C'est que l'histoire doit s'intensifier et idéalement, on a le meilleur pour la fin. Ouais. Ça, c'est dur. Mais c'est super important parce qu'en fait, le spectateur, il ne le sait pas, mais il est intransigeant avec ça, quoi. Mais en fait, sa mémoire... il y a un proverbe arabe comme ça que je vais sûrement massacrer, mais c'est en gros, ton hôte ne se souviendra que de sa dernière nuit chez toi. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir fait quelque chose de vraiment super pendant 80 minutes. Si tu rates les 10 dernières, en fait, les gens ils diront c'est dommage, et ils sortiront comme ça. Alors qu'en fait, il peut y avoir des films qui mettent 40 minutes à commencer, mais si l'eau monte, si ça devient de mieux en mieux, si ça s'intensifie, les gens ressortiront en disant c'était super. Ouais. Ils ont oublié que le début est un peu long. Était un peu long, ouais. Voilà. Et ça, c'est assez ingrat, mais c'est assez important. Voilà. Et combien de temps en moyenne tu mets pour écrire une V1, par exemple ? De l'idée initiale à la V1 ? Mais je ne sais pas si vous avez eu vraiment beaucoup de réponses satisfaisantes à cette question, parce qu'en vrai, l'écriture est tellement hachée qu'on s'arrête pour faire d'autres choses, que c'est vraiment difficile de quantifier. Ouais. Ce que je sais, c'est que si vraiment le travail de scène à scène est bien fait, dialoguer de la page 1 à la page 110 jusqu'à une V1 satisfaisante mais pas parfaite, ça peut aller très vite. Ouais. Ça peut aller très vite, ouais. Ça, je peux faire 7-10 pages par jour. Ouais. Parce qu'en fait, ça fait un bout de temps que j'attends de faire ça. C'est la récompense.
Ouais. Il y a eu tout le travail en il y a eu amont tout de le travail en réflexion amont, voilà. qui a déjà... Ouais. Mais sinon, en général, pour être vraiment content de soi, sauf si on a une pression mise par le producteur ou par quiconque, 9 mois. D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est ça. Si par exemple tu dois faire une commande, un scénario de commande, est-ce que tu te forces à vraiment travailler tous les jours parce que tu disais, voilà, je travaille pas forcément tous les jours un certain nombre d'heures exactes, identiques, etc. Mais si tu as une commande avec un délai ou que tu travailles sur une série par exemple, est-ce que tu t'imposes de, quoi qu'il arrive, de te mettre devant ton ordinateur et peu importe si tu as l'inspiration ou pas, il faut avoir cette rigueur ou alors au contraire ça dessert totalement l'écriture. J'attends pas d'avoir envie de m'y mettre pour m'y mettre. Alors voilà. Ça, c'est pas possible. D'accord. Non, même si tu n'as pas d'inspiration, quoi qu'il, j'ai mais prévu de 9 l'inspiration, elle viendra en se confrontant. En se confrontant, bien sûr. D'accord. Non, mais il faut se donner des sujets. Sinon, on est velléitaire, on attend d'être. Ça n'arrivera jamais. Non, il faut se travailler, il faut travailler, il faut avoir des rendez-vous avec les co-auteurs et puis il y a des jours où ça paye, des jours où ça paye pas. Donc pareil, si on a des choses à rendre, c'est plus facile. Je suis pour le coup, je veux dire, je rends les choses à l'heure. J'ai pas une discipline moi de travail routinière, mais je reste quand même sérieux. Après l'expérience Secret Défense, on m'a proposé, j'étais un jeune scénariste, on me proposait beaucoup de choses et comme j'étais, alors maintenant je dis, soit j'étais très prétentieux, soit je l'étais pas du tout, mais j'acceptais tout en me disant je vais apprendre. Oui. Voilà, je suis vraiment, j'ai beaucoup de choses à découvrir et en fait c'était pas forcément un très très bon calcul parce que il faut savoir en tant qu'auteur, on est quand même un petit peu, qu'on le veuille ou non, on est un petit peu des marques aussi. Qu'est-ce qu'il sait faire lui? Pourquoi est-ce qu'il est bon? Ah tiens, c'est quelqu'un qui a fait ça. Moi, on m'a proposé de l'espionnage après, j'avais pas du tout envie. Je me suis embarqué dans différents projets et beaucoup de projets qui ne sont pas faits. Parce que ce que j'ai appris vraiment d'essentiel, c'est que s'il n'y a pas une personne qui est prête à mourir pour le projet, un projet ne se fait pas. C'est pas forcément vous. Parfois c'est le producteur, parfois c'est le réalisateur, parfois c'est le scénariste. Mais si vous rentrez comme ça dans des projets où en fait les gens sont un petit peu à moitié, et c'est souvent ce qui se passe lorsque le projet émane du producteur ou du directeur du développement, et les choses ne sont pas faites, se font pas. Donc c'est ce qui s'est passé. En mûrissant, je suis allé un petit peu, j'ai décidé que je pouvais écrire des choses à nouveau en spec personnel, mais je voulais pas les mettre en scène. Ça, c'est compliqué aussi. Et à ce moment-là, j'ai développé longtemps un projet autour de Barbara, qui finalement ne s'est pas fait, on en reparlera peut-être. Et là, j'ai vu que TF1, à l'époque, je crois, il n'y avait pas encore l'AFDAS qui faisait les choses merveilleuses, TF1 offrait des bourses aux auteurs. Et j'étais un peu paumé, je me suis dit tiens, pourquoi pas retourner à l'école. Donc TF1 m'a financé le conservatoire d'écriture pour parler de télévision. Alors moi je connaissais plus le cinéma et pas trop la télévision, on était une dizaine là-bas et ça m'a fait énormément de bien. J'étais professeur moi déjà de dramaturgie, où j'étais un peu circonspect à l'idée de retourner à l'école, mais c'était génial d'avoir des ateliers et de réfléchir ensemble. C'est là pour la première fois que j'ai vu vraiment du travail d'écriture un petit peu en room, en collectif. Et là-bas, j'ai découvert le Fonds d'aide à l'innovation. Là-bas, j'ai développé une série. Et j'ai trouvé plein de boulot grâce, en fait, à ce stage, parce que j'ai croisé 7-8 personnes qui aimaient bien mon travail et qui ont pensé à moi lorsqu'ils en avaient. D'accord. Donc, ça m'a permis de trouver un poste sur un programme court. Et là, j'ai fait preuve de beaucoup de discipline parce qu'il fallait livrer. Enfin, moi, je me disais, il faut que je livre 5 sketchs par semaine. Ouais. Et en même temps, c'est un travail alimentaire quand même. Donc, c'est 5 sketchs par semaine, mais c'est pas ton travail. Donc, c'est 5 sketchs par semaine, mais c'est 1 jour et demi. Et donc là, il faut une rigueur. Il faut une rigueur pour arriver à ça. Il faut avoir un petit carnet avec toutes les idées et puis prendre le pli de ce que c'est de ce qu'est un sketch. Voilà. Et moi, j'adore ce métier pour ça. J'adore ce métier pour être prisonnier parfois d'un cadre vraiment hyper rigide qui est un sketch. Il faut absolument qu'il y ait une chute, il y a absolument tel personnage.
C'est extrêmement construit et c'est sur 1 minute. Et en même temps, je peux partir sur un film, qui est un film choral autour de Barbara. Je peux écrire pour TF1 et pour Arte. J'adore ça. Voilà, j'adore ce métier parce qu'il me permet de vivre en fait, plein différentes facettes de ma personnalité. Et on dit souvent que les scénaristes, c'est des gens angoissés. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que toi, t'es angoissé ? Surtout quand on a vu Barton Fink des frères Coen, par exemple. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que toi, t'es angoissé et à quel moment, si tu l'es, à quel moment de ton processus d'écriture ? Et comment tu y fais face ? Je souris parce que je me dis qu'il y a peut-être 3-4 personnes qui vont quand même regarder ce film, cette interview dans mon entourage et je pense qu'ils se marrent déjà de la question. Je pense que je suis angoissé. Comment est-ce que ça se manifeste dans mon travail ? En amont, c'est-à-dire que j'essaye de partir d'une forme d'angoisse et d'en faire ma musique, de la musique, une histoire pour ordonner un petit peu ce chaos intérieur. Sans faire ma psychanalyse, sans parler de moi, en faisant les détours par d'autres personnages, par d'autres formes, d'autres genres. Mais je veux dire, il y a quelque chose de mon angoisse qui est souvent là dans l'écriture. Et après, ça dépend avec qui on travaille. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir des co-auteurs qui ont été du baume sur mon angoisse, avec qui vraiment c'est un plaisir de travailler, d'autres par le passé qui l'ont alimenté, mon angoisse. Donc ceux-là, on essaye de les éviter tant qu'on peut. Non, mais c'est quand même très important. C'est le luxe de ce métier, c'est de pouvoir, en avançant, travailler avec les gens qui nous rendent heureux. On n'a pas toujours le choix tout du long. Puis parfois, il y a des gens qu'on aime beaucoup et qui ont beaucoup de talent, et puis ça ne matche pas. Mais je veux dire, pour répondre à l'angoisse, normalement, la séance de travail est une séance de plaisir. L'angoisse, elle revient ensuite quand on se dit est-ce que les gens vont bien comprendre mes intentions, ce que j'ai mis. Mais sincèrement, non, c'est pas dans mon travail. C'est pas que lorsque je travaille que l'angoisse se manifeste. C'est plutôt, en théorie, ça sert le travail aussi, justement. C'est à dégonfler l'angoisse qui nous guette tous de vie, de mort. Le travail sert à penser à autre chose. Ouais. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le film Selfie. On va faire un focus sur le film Selfie. Comment est né ce projet ? Parce qu'on le rappelle, tu es producteur et scénariste sur ce film. Alors comment est né ce projet ? Alors producteur, ça veut dire que je suis allé vraiment à l'initiative de ce projet et que pour moi c'est une idée de producteur, mais qui passe quand même par les 3 stades dont je vous ai parlé, c'est-à-dire mon nombril, la forme et le fond. En gros, ça vient d'un moment où je travaillais sur une série pour Arte qui s'appelle Il revient quand Bertrand, avec Hélène Lombard, et ça parlait... moi j'aime bien en tout cas en parler comme ça, c'était la séparation un petit peu à l'ère du numérique. Qu'est-ce que c'est qu'être en break ou se séparer de quelqu'un lorsque l'autre est one click away, parce que il est sur Facebook, il est sur le chat, et en fait il est toujours là alors qu'on n'est plus ensemble. Et donc j'aimais vraiment bien l'idée de ces interactions entre des sentiments universels que tout le monde a vécu depuis toujours, comme la séparation. Dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui, maintenant que l'époque a si incroyablement changé. Avec cet élément nouveau. Voilà. Donc ce sentiment-là, il me plaisait bien. J'avais envie de continuer à en parler. Et j'ai voyé aussi, à ce moment-là, j'ai vu un film qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages. Et puis j'ai vu aussi une série qui s'appelle Inside Number 9, qui est une série anglaise de forme courte. Et je me suis rendu compte que la forme à sketch, en tout cas, permettait un style de comédie un peu plus percutant, plus grinçant, sans moraline en fait. Souvent la comédie française, et pas que la comédie française, je pense que c'est le syndrome un peu Truby. Il faut que le personnage évolue, il faut qu'il soit sauvé à la fin, il faut tout bien boucler. Il faut qu'il en tire une leçon personnelle. Exactement. Alors qu'en vrai, souvent, moi, quand je veux voir une comédie, je n'ai pas besoin de ça. Je veux dire, pour moi, c'est souvent superflu et artificiel, cette partie-là. Donc, j'avais pas ça dans Les Nouveaux Sauvages, j'avais pas ça dans des formes plus courtes de séries. Et moi, à titre personnel, je suis quelqu'un qui a connu le monde d'avant la révolution numérique, qui a grandi avec,
qui était quand même assez jeune quand il est arrivé, donc pas aucune raison d'être un vieux con réfractaire. Et néanmoins, très régulièrement, je me sentais entre les deux mondes. Voilà. Ne sachant pas s'il fallait complètement partager ma vie sur Facebook et faire des statuts et me mettre en scène dans mes accomplissements ou mes peines d'ailleurs, ou s'il fallait ne pas avoir de compte et rester dans la vraie vie, parce que c'est là que ça se passe pour de vrai. J'étais assez écartelé, j'étais assez angoissé pour le coup, en tout cas en tension entre ces deux mondes. Et je me suis dit, bah voilà, on est un bon nombre comme ça, un peu des personnages analogiques, perdus dans un monde numérique, digital. Il y a une comédie à faire là-dessus, et je ne l'ai pas vue, cette comédie. Ouais. Je ne l'ai pas encore vue parce que j'ai vu des films brillants sur les gens qui ont fabriqué ce monde-là. Je vois des blagues en ligne, évidemment, sur n'importe quoi, l'autocorrect du téléphone, c'est très drôle. Mais cette tension existentielle comme ça entre la petitesse des êtres humains face à l'immensité de cette révolution numérique, je ne l'avais pas vue. Et donc, j'ai écrit 10 pages façon Fonda de l'innovation sur ce concept avec une espèce de logline qui devait ressembler à la technologie progresse, les hommes non. Et une promesse qui était une comédie 2.0 acide, satirique. J'ai commencé à lister des pitchs, enfin pas des pitchs mais des embryons d'histoire je prenais un peu l'utopie de ce monde 2.0 qu'on nous vendait un petit peu comme quelque chose d'idyllique, et j'ai essayé de montrer un peu l'envers du décor éventuellement, et en parlant des grandes thématiques qui sont encore les mêmes aujourd'hui, hein. Voilà, l'algorithme et la liberté, la performance et la notation, la sincérité et l'exhibition, et voilà, j'ai essayé d'avoir comme ça un sentiment humain et universel, la famille, le travail, l'amour, et une problématique numérique. J'ai écrit 10 pages avec ça, il y avait des pitchs, des embryons d'histoire, et je les ai soumis ensuite à 4 scénaristes en disant rebondis d'une manière ou d'une autre sur ce document. Ils l'ont tous fait, et puis ensuite on a constitué une room. Et c'est toi donc justement, donc il y a 5 scénaristes sur le film Selfie dont toi, donc il y a Noé Debré, Bertrand Soulier, Hélène Lombard et Giulio Callegari, c'est ça ? Absolument. Est-ce que c'est toi du coup qui a entre guillemets distribué les cartes en disant voilà, toi tu vas écrire ce segment, toi tu vas écrire ce segment, ou c'est eux qui ont lu ce que tu avais initié et puis qui ont dit tiens, moi j'aimerais écrire ça. Alors c'est encore un peu plus compliqué. C'est moi qui les ai choisis avec le souci d'avoir des gens complémentaires et différents. J'avais déjà travaillé avec 3 d'entre eux. Le seul avec qui j'avais pas travaillé, c'était Giulio, mais j'avais lu des choses de lui, et lui était plus jeune que nous. Il venait de l'écriture de flux. Il avait vraiment le sens de la vanne. C'était quelque chose d'important. Bertrand et Hélène, ils avaient des rapports très différents à Internet. Bertrand était chanteur avant, et il disait moi Internet ça a détruit mon métier en réalité. Donc il avait des sentiments un peu acides, et puis c'est quelqu'un qui n'hésite pas à être un peu cruel avec les personnages. Il a fait quel segment lui par exemple dans le film ? Lui il a fait Vlog, donc l'enfant malade. Avec Blanche Gardin. Et Smilix avec moi. Voilà. Il est sur deux segments avec moi. Ouais. Et donc, en fait, ils ont tous rebondi sur un pitch. Sur un embryon d'histoire. Ouais. Ça, c'était pour le casting de scénaristes. Ouais. Et après, on était tous les 5 autour de la table. Et ensemble, on prenait les histoires les unes après les autres. Et on les a pensées collectivement, un début, un milieu, une fin. Une fois qu'on avait ça... Tous ensemble, alors vous étiez tous ensemble autour des histoires. On était tous ensemble, vraiment. Je crois que c'était 8 demi-journées. Ouais. Et je vais donner un exemple. Un exemple, c'est où moi j'enquête, je viens avec cette idée de famille qui filme absolument tout, jusqu'à l'obscène. Et donc on se met à réfléchir. On voit un petit peu les références, et puis je me souviens que c'est Noé
qui a l'idée de dire, mais en fait, s'il guérit, ça renverse tout et ça va être encore plus drôle. Et puis après, on a l'idée de la fin que je révèle on spoil pas, une fois qu'on a ça, il y en a. C'est moi pour le coup qui a fait un traitement. Parce que personne ne le voulait celui-là, parce que c'était le plus noir, donc du coup je les ai laissés choisir et moi j'ai pris le dernier. On a rédigé, co-rédigé 5 traitements parce que j'ai accompagné un peu les autres. Et une fois qu'on a eu 5 traitements, on en a jeté 2 à la poubelle. Parce qu'on avait 5 histoires, mais il y en avait 2 qui étaient en fait pas raccord avec la promesse initiale qui était, c'est-à-dire un vertige numérique d'aujourd'hui. C'était très pastiche. Il y en avait, je vais vous donner un exemple, c'était l'histoire d'un chanteur mort, justement, annoncé mort à tort. Enfin, d'accord. Un chanteur mort. Un chanteur, comme c'est arrivé. Que les réseaux sociaux annoncent. Alors, c'était un déclencheur très numérique, mais toute l'histoire derrière n'avait plus rien à voir avec vraiment ce dont on voulait parler. Ouais. Y avait, et l'autre pitch, c'était très drôle, et c'était Giulio qui l'avait fait, c'était un pastiche de film noir, c'était Blow Up en fait, avec un meurtre dans un selfie. Il y a une espèce de narcisse qui se prend comme ça en selfie, et puis derrière en fait il a photographié quelque chose qu'il n'aurait pas dû photographier, il le met sur les réseaux sociaux et du coup il y a des petites frappes, enfin des malfrats qui partent qui le traquent. C'était super, mais c'était pas exactement à hauteur d'Honnête Gens, voilà, qui était quand même une des promesses du récit, c'est nous. Voilà. Or, en vrai, un personnage principal où c'est un tueur à gages, c'est pas nous. Donc ça, on l'a enlevé et on l'a remplacé par 2 autres histoires. Et là, moi, un jour, je dis, pareil, tout est sorti. Tout est sorti, c'est Wikileaks pour tous. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? On s'est beaucoup battu avec la reine. Comment raconter cette histoire ? Où et comment ? Donc ça, on l'a construit collectivement. Puis après, je l'ai co-dialogué pour le coup celle-ci avec Bertrand. Et j'ai co-dialogué chacune des V1 avec les autres. Alors inégalement, parce qu'il y en a, c'était eux les auteurs A quelque part, et moi j'étais l'auteur B, sauf sur 2 des segments. Ouais. Et puis après, ils n'étaient pas payés beaucoup, et quelque part on leur avait vendu qu'un court-métrage. Donc il y en a qui sont un peu partis, il y en a qui sont restés parce qu'ils étaient très généreux. Et puis ensuite j'ai choralisé, puis j'ai fait la V2 et beaucoup de versions derrière, parce qu'ensuite les metteurs en scène arrivent et c'est encore une autre problématique. Ouais, du coup, après il a fallu faire un casting entre guillemets de réalisateur. Et est-ce que là justement il y a eu réécriture avec les réalisateurs à ce moment-là ? Est-ce qu'ils se sont un peu emparés du scénario ? Et est-ce que tu as réécrit avec eux par exemple ? Alors ça c'est vraiment une question intéressante. Moi, ma leçon des expériences passées, c'est que jamais un metteur en scène filmera quelque chose qu'il n'a pas envie de filmer. Ça sert à rien. Sauf, je veux dire, si vous êtes vraiment dans le processus industriel, programme court, où de toute manière, lui n'a pas de cœur. C'est un exécutant. Un exécutant pur et il le vit sans passion. Nous, ce n'était pas le cas. On a 5 metteurs en scène qui étaient très heureux d'être sur le projet, qui avaient envie d'en être et qui étaient vraiment enthousiastes et heureux d'y contribuer. Donc, il faut les écouter. Ça n'a aucun sens de ne pas les écouter en disant maintenant le scénario il est parfait. Voilà. Donc tous, ils avaient des choses à dire et ils les ont dites. Et donc du coup, on a ajusté l'écriture avec chacun. Il y en a qui l'ont fait via des notes, il y en a qui l'ont fait en discutant, il y en a qui l'ont fait un peu plus proche du tournage, en prenant un peu le pouvoir qu'ils pouvaient prendre. Mais voilà, ils sont tous quelque part. Enfin, moi, je considère que les scénaristes, c'est les scénaristes. Ils ne sont pas crédités comme scénaristes, les réalisateurs, parce qu'ils n'ont pas scénarisé ce projet avec tout le temps et l'énergie que ça prend. Mais ils sont évidemment auteurs quand même, parce qu'ils lui ont donné une direction. Et c'est vrai pour les comédiens aussi. Qui sont essentiels sur la comédie. Je suppose que vous avez fait des lectures avec les comédiens. Et est-ce qu'à l'issue de ces lectures, il y a eu encore une fois changement, réécriture
peut-être des idées de dialogue que les comédiens ont apportées avant le tournage. Oui. C'est 5, pour moi c'était fascinant, c'était 5 réalisateurs, 5 méthodes de travail très différentes. Mais oui, ça dépend des segments. Mais oui, je veux dire, à partir du moment où Thomas Bilguin s'entoure de Blanche Gardin et Maxence Tual, qui sont des auteurs qui viennent du théâtre, de la scène et de l'improvisation. Ils se réapproprient un peu il y a un moment où effectivement il y a des dialogues d'eux dans le résultat final. Dans le résultat final, bien sûr. Bien sûr, mais de la même manière qu'il y a des silences apportés par un comédien. Qui sont aussi de l'écriture, ça que je veux dire. Donc en fait, tout le monde écrit sur un film. Je vous parle même pas du montage et de la musique. Le scénario, c'est juste l'étape d'écriture en amont. Là, il faut pas confondre. Voilà. Et tu as assisté d'ailleurs au montage, je suppose. Enfin, tu étais là à toutes les phases. Hein. J'ai pas assisté au montage lors des séances de montage. Après, j'ai donné ton avis assez régulièrement. Ouais. Oui, mais la difficulté, c'est... Pour le coup, c'est une phrase de Sam Karman qui le répétait régulièrement. Il disait de toute manière, un film appartient à son metteur en scène. J'ai beau être scénariste, producteur, à partir du moment où on choisit un metteur en scène au cinéma, la télévision, c'est peut-être un petit peu autre chose, il devient forcément chef d'orchestre et à partir du moment où je les ai choisis, il fallait aussi leur laisser la place de s'exprimer. Donc bien sûr, j'ai vu le montage et j'ai eu plein de choses à dire. Il y a eu des combats ensuite gagnés et d'autres perdus, et ça se trouve pour le meilleur, le fait que je les ai perdus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment ils signent ce film et que c'était normal de leur laisser des moments de montage à eux, sinon j'avais qu'à mettre en scène. Le film Selfie réunit donc 5 réalisateurs. Il a fallu que tu gères 5 égos de réalisateurs. Est-ce que ça a été compliqué justement pour rendre tout ça cohérent, homogène presque, même si les histoires sont différentes, mais quand même réunies autour de la même thématique qui est le numérique et l'addiction qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux et tout ce monde connecté 2.0. Comment tu as fait pour gérer 5 égos de réalisateurs alors ? Ça a été peut-être très facile. Oui, là franchement, j'ai pas de réponse. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Puis ils ont dû gérer le mien aussi. Il n'y a pas de raison de pas le compter. Les 5 ont des tempéraments très différents. Globalement, ils étaient tous team players. Ils savaient où ils mettaient les pieds. Ils ont assisté au montage régulièrement. Ce qui s'est passé d'assez amusant en fait, c'est que ça c'est effectivement, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent, c'est qu'on a forcé des metteurs en scène à voir un nombre vraiment important de fois le travail des autres et les étapes intermédiaires du travail des autres. Ce qui est difficile en réalité, parce que voilà, évidemment ils sont tous focalisés sur le leur et ils se disent mais pourquoi est-ce que à moi tu dis ceci alors que lui tu lui dis pas ça sur cette telle scène, voilà. Ça c'est humain, et puis après ils regrettent de l'avoir dit parce que c'est tous des très gentils en réalité, mais voilà, la configuration était telle qu'effectivement il y avait toujours ce risque de regarder dans l'assiette du voisin. L'autre très grande difficulté, c'était qu'en fait tous avaient le sentiment de faire leur film sans se rendre compte, et puis peut-être que moi je m'en suis pas assez rendu compte, qu'en fait on n'écrit pas de la même manière de la minute 0 à la minute 20 que de la minute 60 à la minute 80. Et donc en fait ils ont tous un petit peu pensé leur film comme un film avec un début, un milieu, une fin, qui va être perçu comme un court-métrage en réalité, alors que le projet du film ça a toujours été un film et un seul, et pas une anthologie de court-métrage. Et donc ça a été un peu violent, parce que du coup celui qui passe en premier et celui qui passe en dernier ne sont pas forcément traités à la même enseigne, parce que justement ils n'obéissent pas exactement au même défi narratif. Voilà. Alors, il y a cette phrase que j'aime bien, c'est à partir de la moitié d'un film, les minutes comptent double. Et c'est un peu ce qui se passait. Il fallait quand même qu'on lutte un petit peu contre ça. Et
Voilà, donc ce travail d'ego, franchement, j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est très important, les caractères dans le travail. Il y a le talent, mais c'est vrai que s'entourer de gens avec qui on peut parler, et avec lesquels on a les mêmes préoccupations et la même onde de mesure, en fait, du travail, c'est très important. Sur les 5 metteurs en scène, il y en a avec qui l'échange était naturel et facile, d'autres avec qui c'était plus compliqué. Bon, ça, je pense que... Il y a tout ça à gérer quand même. Il y a tout cet aspect humain à gérer quand on fait un Ouais, film, mais surtout quand on est producteur. Non, mais là j'avais quand même il faut s'adapter, non, au caractère de... Pas choisi la facilité. Oui. Le défi, c'était, voilà, tu as le pouvoir, mais tu es dans un film collectif et il y a ce cahier des charges qu'il ne faut pas perdre de vue. Ouais. Alors, ça s'est bien passé. Plus on avançait, plus ça a été difficile. C'est-à-dire que sur la phase du casting, par exemple, il y avait des rôles partagés, je me mêlais un petit peu des choses. Il y en a qui le prenaient très bien, d'autres un peu moins, mais globalement, ça s'est bien passé. Sur le montage, c'est vrai que ça peut se crisper. Oui. Voilà, ça peut se crisper, et heureusement qu'il y a des intermédiaires aussi qui sont les monteurs pour vous donner un regard un peu extérieur. Et est-ce que toi, tu as envie de continuer d'avoir cette double casquette producteur-scénariste? Est-ce que c'est une expérience que tu as envie de renouveler, ou d'ailleurs peut-être que tu vas renouveler Non, moi ce que j'ai adoré faire, effectivement, c'est pouvoir développer quelque chose dont j'avais été à l'initiative. C'est le seul on-spec qui a vraiment vu le jour, c'est celui-là. Donc ça, c'était génial. C'était génial de pouvoir, moi, être head writer sur ce projet, mais en même temps de travailler avec 4 scénaristes qui m'ont vraiment nourri le projet et ont rendu ça extrêmement plaisant. Ça, c'était aussi quelque chose que j'ai pu m'autoriser parce que j'étais producteur. J'ai adoré aller défendre ce projet auprès des financiers et dire voilà, c'est quand même une comédie différente, voilà ce qu'on essaye de faire. J'ai adoré la phase de casting, j'ai adoré ne pas lâcher, comme souvent les scénaristes sont obligés de lâcher leur bébé, tout ça, c'était super. Maintenant, il faut quand même dire la réalité. Scénariste et producteur, ça fait appel vraiment à 2 parties du cerveau très différentes. Voilà. Scénariste, c'est quand même tout est possible, le jeu, le et si, l'empathie. Le producteur, c'est donner les moyens à l'artiste d'accoucher, ça c'est super, mais c'est aussi sonner la cloche, le rappel à la réalité, la fête est finie, il n'y a plus d'argent, il faut choisir, tu n'auras pas ce que tu veux, tu as tort, tu n'es pas le génie que tu crois être. Et ça, j'ai pas adoré. J'ai pas adoré porter mettre ce costume-là. Donc, on va voir de quoi sera fait la suite. J'ai pas adoré parce que c'était me faire violence, et puis je faisais ça pour la première fois avec des metteurs en scène plus expérimentés que moi aussi, donc c'était vraiment mais j'ai tellement appris aussi de cette expérience que quelque part j'ai aussi envie de le refaire. Donc là c'est un peu trop frais pour vraiment savoir ce qu'il en sera demain, mais voilà, l'angoisse revient peut-être là, oui, juste à ce moment-là de qu'est-ce que je veux vraiment être au fond. Tu es coproducteur du film Selfie. Comment ça s'est passé justement avec les autres producteurs du film? Je me suis associé, donc on a créé une société vraiment ad hoc pour le film qui s'appelle Mandoline, et je me suis associé avec un ami de... Oh là là, on ne savait pas encore Balladur et Chirac, mais c'est pas loin. Non, un ami de prépa que je connaissais vraiment depuis longtemps, avec qui on avait fait d'ailleurs des films lorsqu'on était en école ensemble, et qui lui a un parcours de financier. Voilà, il a fait de la banque du cinéma, il a fait des Sofica, il a été directeur financier. Et ça faisait un petit bout de temps qu'on disait peut-être qu'un jour on fera un truc ensemble. Il avait des velléités de production, et donc quand j'ai eu cette idée, je suis allé le voir lui en disant on fait ça ensemble, et donc lui a fait tout le business affairs du film. Je veux dire, je m'en suis mêlé, j'ai dû faire 3 négociations avec les agents, voilà, et puis moi j'ai fait plus la partie artistique, mais en même temps son regard à distance
était nécessaire. Vous voyez, par exemple, quand je vous dis qu'on a jeté 2 histoires à la poubelle, bah c'est lui qui le premier s'en rend compte et il me dit ça et je suis convaincu en 40 secondes. Ouais, d'accord. Voilà. Après, il y a eu des choix derrière sur le film où on n'est pas d'accord. C'est aussi ça, hein, c'est la même chose en production que le scénario, c'est-à-dire qu'on va donner tellement de soi dans une aventure longue et personnelle que les caractères vont se révéler et qu'on va découvrir des choses sur des amis qui ont dit bon bah très bien, là on est amis mais on n'est pas d'accord, on est amis mais on s'énerve, mais ça je pense que tous les binômes de production et les binômes en général passent par ce genre de sentiments. Alors j'ai 2 dernières questions à te poser. Sur quoi tu travailles en ce moment ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que tu peux nous dire, nous révéler ton prochain projet ? Alors, le prochain projet, c'est du théâtre. Moi, j'aime vraiment beaucoup le théâtre. Pour moi, c'est l'espace de liberté absolue. Pour le coup, vraiment, tout est possible. Voilà, juste une scène, un public et tout est envisageable. J'adore ça parce que j'adore aussi la conversation, les bons mots. Donc, j'ai un projet de théâtre. Ça sera quel genre ? Qui est de la comédie, mais de la comédie qui fait réfléchir, j'espère, sur le jugement de goût. Voilà, ça s'appelle Des goûts et des couleurs, et c'est les délibérations d'un jury de cinéma dans un festival. Ah, d'accord. Voilà, et ils sont pas d'accord sur la qualité des films. Et puis on a 12 hommes en colère version Cinoche. Exactement, voilà, c'est 12 hommes, mais comédie. Comédie, très comédie, comédie. Voilà. Il y a ceux qui prennent ça très au sérieux, ceux qui prennent pas ça au sérieux du tout. Et ça, c'est ce qui m'excite actuellement. Là, je suis en train de faire des auditions. Il va y avoir une lecture. C'est pas moi qui le mets en scène. Je l'ai coécrit avec Bertrand Soulier, qui était déjà de l'aventure Selfie. Ouais. Il y a une saison 2 dirigée par Bertrand. Et puis, il y a un autre scénario de comédie romantique sur fond de politique. Voilà, toujours envie de faire du cinéma, de la télévision, du théâtre. Voilà. Moi, j'aime énormément changer de forme. Mais là, l'excitation, c'est ce projet-là de théâtre. D'accord. Et quand est-ce qu'on peut espérer voir cette pièce de théâtre ? Idéalement, à la rentrée prochaine. Voilà, septembre 2020 ou janvier 2021. Okay. Voilà. Ok, septembre 2020, c'est noté. Toute dernière question, si tu avais un conseil clé à donner à un jeune scénariste qui voudrait débuter dans le métier, qu'est-ce que tu lui dirais ? Voilà, un conseil clé, tu peux t'adresser à lui directement à la caméra, voilà, un jeune scénariste qui voudrait démarrer, qu'est-ce que tu lui dirais ? J'y vais avoir du mal à en choisir qu'un, parce que j'en ai vraiment trois qui se mêlent, vraiment. Le premier, c'est d'aller voir l'envers du décor des choses que vous aimez. Décortiquer, regardez vraiment, voilà, voyez un film que vous appréciez et vraiment comme un mécanicien, allez vous demander très bien à quoi sert cette scène, pourquoi tel paiement, pourquoi telle fin, lisez tout ce que vous pouvez lire, vraiment devenez un spécialiste de quelque chose que vous aimez intuitivement pour pouvoir vraiment comprendre comment c'est fait. L'autre conseil, c'est d'essayer de vous entourer rapidement de gens dont vous aimez le travail et le regard. C'est un métier où on ne fait pas les choses seul en réalité, et si vous pouvez vous entourer de metteurs en scène, de scénaristes, de producteurs, de votre âge et grandir ensemble, je crois que les gens qui sont heureux, qui ont réussi, c'est ce qu'ils ont fait. Et troisième conseil, j'en ai déjà parlé, pour le coup c'est par goût, c'est pas avoir peur de parler de tourments et de choses habituellement cachées, quoi. Voilà, je pense que si on fait ce métier, il faut assumer, encore une fois, pas parler de soi, hein, mais avoir l'impudeur de ses peurs, quelque part, parce que c'est ça qui, à mon avis, fait qu'une histoire au bout du compte est inoubliable. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Julien pour cette interview. Voilà, continuez à lire, continuez à écrire des scénarios et bien sûr continuez à fréquenter les salles obscures et allez voir Selfie qui est en salle depuis le 15 janvier, il me semble. Voilà, allez voir Selfie et rendez-vous dans un prochain numéro de Secret de Scénariste. Ciao. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro de Secret de Scénariste vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la Guilde des scénaristes. Abonnez-vous, vous y trouverez régulièrement de nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au scénario en France.
Allez découvrir également le site internet de la Guilde où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose des critiques de films, des analyses thématiques autour du cinéma sur ma chaîne YouTube The Film Talker, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Voilà, Secret de scénariste, c'est terminé. À très bientôt.